Louis. Je crois que l'un de mes plus grands regrets jusqu'à présent, c'est qu'après 32 ans sur cette terre, je ne sais toujours absolument rien faire de mes mains. Je ne sais pas coudre, au grand désespoir de ma mère, je ne sais pas bricoler, je ne sais pas dessiner et je suis incapable d'aligner 3 notes sur un clavier, même après 5 ans de piano. Ou alors si, il y a peut-être un truc, c'est que je me débrouille plutôt bien en cuisine. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. La satisfaction que tu as lorsque tu sers ton plat et que tout le monde se régale, c'est quand même génial. Tellement génial qu'il m'est déjà arrivé d'envisager d'en faire mon métier. Et si je plaquais tout pour ouvrir un resto ? C'est vrai que la tentation est grande de lâcher l'ordi pour mettre les mains dans le cambouis. Avec la crise sanitaire et le confinement, je crois qu'on est nombreux à avoir déjà songé à lâcher son boulot de bureau pour quelque chose de plus terre-à-terre, qui nous rapproche des autres et de la nature. Comme aller faire du fromage en Normandie, par exemple, ou ouvrir un atelier de réparation de vélo. Des métiers qui, à certains égards, sont souvent déconsidérés et peu prestigieux, mais qui nous font aussi sentir davantage humains et vivants. Dans cet épisode, Clara Baillot revisite cette fascination que nous avons pour l'idée de faire un travail manuel, la tension que l'on ressent face à cette envie, et elle se demande si on a vraiment raison d'opposer travail manuel et travail dit intellectuel. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours. Eh oui, hello les filles. Ah ma fifi. Oui. Donc voilà, ça c'est l'abri qu'on a retapé pour c'est la bergerie quoi. Et là elles nous suivent parce qu'elles se disent qu'elles vont avoir à manger. Ce qui est vrai. À la table. La personne que vous entendez nourrir ses moutons, c'est Mylan. Je suis allée la rencontrer chez elle, sur une petite île sans voiture, dans les Yvelines, car son choix de vie m'intrigue. Psychologue, elle a adopté Fluffy et Gaïa pour récupérer leur laine et fabriquer des chaussons, des coussins, des manchons de tasse à café. S'occuper de ses moutons et transformer leur laine, c'est aujourd'hui 50% de son activité. Le reste du temps, elle continue d'assurer ses consultations en tant que psychologue. Donc moi, j'aime bien rigoler en disant que je suis psy le jour et bergère la nuit, mais il y a un peu de ça quoi. C'est je suis avec mes moutons, j'ai mes fringues toutes crades, mes Timberland, puis je suis recouverte de boue et tout. Et puis 1 heure plus tard, je me suis changée, je suis avec mes chaussures de ville, une veste parfois, et puis je vais à mon cabinet. Et moi, j'ai trouvé un équilibre là-dedans quoi. J'aime bien avoir le meilleur des deux mondes quoi. Mylan fait partie de ces personnes qui ont changé de vie ces dernières années, fascinées par le travail manuel. Les chiffres montrent bien cet attrait. Par exemple, selon un sondage BVA de 2017, 58% des personnes interrogées se verraient travailler dans le secteur de l'artisanat s'ils en avaient la possibilité. Les néo-artisans, comme Mylan, ne sont pas un phénomène particulièrement récent. En 1978 déjà, Pierre Barnley et Paul Paillet, 2 psychologues scolaires, publient un livre aux éditions Stock intitulé « Les néo-artisans ». Dans les premières pages, ils écrivent « Dès que l'on amorce le dialogue avec tous ces gens, jeunes pour la plupart, qui délibérément ont rompu les amarres qui les enchaînaient à un travail, un style de vie, un habitat de grande ville, reviennent avec insistance, formulés ou implicites, les thèmes de rapports neufs à redécouvrir, à réinventer, entre l'homme et la nature, l'homme et l'outil, l'homme et la matière qu'il travaille, la quête d'une identité perdue. » Ces néo-artisans, ce sont des récits, des choix de vie qui ont toujours intéressé, fasciné même. Tout ça se confirme dans la dynamique des créations d'entreprises artisanales. Selon le baromètre de l'artisanat, publié par l'Institut supérieur des métiers en 2019,
Elles étaient en hausse de 13%, avec des scores records dans les grandes villes. Et puis les confinements provoqués par la crise du Covid n'ont fait que renforcer, pour beaucoup d'entre nous, cette envie de faire quelque chose de ses mains. Pendant le premier confinement, par exemple, ça a été mon cas. J'ai sorti mes aquarelles du placard, je me suis mise à peindre sans but précis, juste pour réaliser quelque chose de A à Z, partir d'une page blanche, arriver à un résultat, bon ou mauvais. J'ai eu besoin de stopper mes ruminations et de faire plutôt que de penser. Je me suis alors demandé si je n'avais pas fait fausse route. Est-ce qu'un métier manuel ne m'irait pas davantage ? Et si j'en crois le nombre de photos de pain au levain publiées sur les réseaux sociaux à cette époque, je n'ai pas été la seule à me poser ces questions. Ce que je me suis demandé, c'est pourquoi on est si nombreux à être attirés par l'idée d'un travail manuel. Pour en savoir plus, j'ai donc rencontré Maïlane qui a franchi ce pas. Pendant le premier confinement, elle a fait du tricot, beaucoup de tricot, à tel point qu'elle a adopté des moutons pour en récupérer la laine, fabriquer des objets et les vendre en ligne. Je l'ai retrouvée en région parisienne, sur la rive en face de sa maison. Maïlane s'est installée l'an dernier sur une île par laquelle on ne peut accéder qu'en bateau. Parfait. J'espère juste qu'on va pouvoir bien démarrer parce que ce moteur il déconne tout le temps. Ok. Donc là, on va voir tes moutons qui sont où ? Ils sont au bout de la rue, entre guillemets, même si c'est pas une rue, c'est un chemin pavé au milieu de la nature. Et en fait, ils sont de l'autre côté de l'île chez mon frère, sur un terrain qu'il me prête gentiment. Donc ça, c'est mon trajet pour aller au travail. Donc là, tu as Fluffy qui vient d'être fraîchement tondue par mes soins. Avec mon compagnon, on l'a tondue comme on a pu parce que c'était la première fois. C'est pour ça qu'elle a l'air un peu de sortir de chez le coiffeur, genre coupe ratée. Mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti pour une première fois. Donc Fluffy, c'est la petite, c'est la plus jeune, elle a même pas 1 an. Et là, derrière, qui sera toujours un peu plus loin, c'est Gaïa qui est sa mère et qui est beaucoup plus farouche. Donc Fluffy, tu vois, regarde, elle est là, elle nous renifle, elle est hyper curieuse. Et elle est beaucoup plus habituée à l'homme. Alors que Gaïa, elle, son rôle, c'est protéger son bébé. Elle est beaucoup plus méfiante, parfois elle tape du pied comme ça. Pour te dire, attention, t'approches pas trop de ma fille. Mais bon, c'est que de la gueule, en vrai, elle cherche pas. Depuis qu'elle cumule son métier de psychologue et le travail de la laine, Maïlane a trouvé un équilibre. Ça s'équilibre dans le sens où j'ai d'un côté de ma vie un métier où je fais un métier de soins. Je fais un métier de soins qui me demande d'être très investie relationnellement et émotionnellement avec les personnes que j'accompagne pour que ça puisse être transformateur pour eux, pour vraiment pouvoir les accompagner. Mais du coup, ça me fait beaucoup réfléchir, je me remets beaucoup en question. C'est pas mal de prise de tête aussi. Et du coup, là, je déconnecte et je crée. Et c'est comme si je me rechargeais, quoi. Je recharge mes batteries et je peux repartir nettoyer à mon cabinet et pouvoir accueillir à nouveau des gens, pouvoir continuer à travailler. C'est vraiment mon lieu de nettoyage et de décharge pour m'aider ensuite à travailler. Finalement, ça m'aide à garder les pieds sur terre quand je suis à mon cabinet. Avant de trouver cet équilibre, Maïlane a longtemps pensé qu'elle serait épanouie au travail une fois qu'elle aurait publié une thèse ou un livre sur sa spécialité, le syndrome du stress post-traumatique. Pour elle, la réussite, ça passait forcément par les diplômes, par une ascension et une reconnaissance intellectuelle. C'est aussi ce que pensait Laurence Decréau. Elle est agrégée de lettres classiques, elle a écrit 2 livres, Tempête sur les représentations au travail et L'élégance de la clé de 12. Alors moi, je suis aux antipodes du travail manuel puisque je suis à l'origine un prof de français, latin, grec. Donc je corresponds tout à fait à ce que sont les humanités qui existent depuis fort longtemps. Et j'étais un prof de français, latin, grec qui était en adoration devant sa matière et qui était tout à fait dans le moule qui a été celui de la France pendant fort longtemps, c'est-à-dire de penser que les élèves qui ne réussissent pas en français ou bien en maths, etc., donc dans les matières générales, ma foi, ce sont des pauvres malheureux et qu'il faut les mettre en voie professionnelle. Donc d'ailleurs, j'étais
très caricatural sur ce plan-là. Et tout a changé, je dirais, en plusieurs fois, mais soyons brefs. Le grand dessillement, ça a été lorsque j'ai lu en 2010 l'ouvrage de Matthew Crawford, Éloge du carburateur. Et là, ça a été un choc, mais violent. Je crois que c'était pas pour moi seulement, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens à qui ça a fait quelque chose de profond. Ce livre dans lequel il raconte ses mésaventures de col blanc, enfin d'intellectuel, qui se retrouve à avoir l'impression de faire un boulot de col bleu, un petit peu dans cette image que l'on peut avoir avec Charlot, les temps modernes, où on fait une tâche qui ne rime à rien, complètement absurde, alors qu'il était censé faire un travail prestigieux, et qui se dit, bien ma foi, il y avait beaucoup plus d'intelligence dans ce que je faisais comme hobby, à savoir la réparation de moteurs de moto. Et justement, dans tout ce livre, outre qu'il démonte un petit peu ce qu'il peut y avoir maintenant, je dirais presque de toxique dans le travail des cols blancs, il montre aussi toute l'intelligence qu'il y a dans le travail manuel. Et c'est quelque chose. Les deux, autant je pressentais que le travail des cols blancs, il y avait quelque chose qui clochait parce que moi-même je l'ai vécu en tant qu'éditrice, parce qu'après avoir été prof, j'ai été éditrice pendant fort longtemps, et j'avais très souvent l'impression qu'on me faisait faire du mauvais travail pour des raisons qui m'échappaient. J'ai été dans une boîte qui, au début, une grosse boîte qui était dirigée par un éditeur qui avait monté sa maison d'édition autrefois, donc c'était un pur homme du livre, et c'était un bonheur de travailler dans ces conditions. Je me suis éclatée, j'ai passé 4 ans géniaux. Et puis, il a été remplacé, c'était l'arrivée des grands gestionnaires qui prennent la tête de groupes, qui ne connaissent strictement rien au produit qui est fabriqué en bout de chaîne, mais qui sont simplement très doués pour faire des tableaux Excel, pour faire des plans prévisionnels, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour pouvoir suivre les ordres du patron, on est obligé de faire du mauvais travail. Voilà, de faire un bouquin qui n'est pas finalisé, on a honte. Ou bien c'était, non, cette couverture, j'en veux pas, elle est scrogneux. Je me rappelle encore, ça m'avait frappé. Mais scrogneux, ça veut dire quoi? Normalement, on dit, ta couverture, ça va pas parce que, on argumente. Et là, c'était pas d'argumentation. Donc, on a l'impression de faire un bullshit job, un travail à la con. Le terme bullshit jobs, on le doit à l'anthropologue américain David Graeber, pour qui le capitalisme a créé des emplois vides de sens, inutiles, voire nuisibles à la société, tout en étant bien rémunérés et en bénéficiant d'un prestige social. En 2019, une étude du groupe Randstad estime que 18% des Français ont ce sentiment de faire un travail à la con ou un bullshit job. Maintenant, quand vous êtes dans une grosse boîte, vous avez un N+1, N+2, N+3, N+4, un N+10. Vous avez un petit bout de travail, donc vous avez quelque chose qui vous revient à faire. Vous devez reporter, vous avez en même temps des ordres à donner à quelqu'un en dessous. Vous n'êtes pas maître de l'ensemble. Vous avez juste un petit bout et finalement, vous ne savez pas à quoi sert ce que vous faites. Vous êtes un petit maillon et c'est pour ça que Crawford faisait allusion justement au temps moderne et à Charlot, parce qu'on est un petit bout d'une chaîne. Et là, il n'y a plus de maîtrise. Donc non seulement on ne peut pas bien faire ce qu'on a à faire, mais en plus on ne sait pas exactement à quoi ça sert, pourquoi c'est, etc. Et ça, c'est générateur d'angoisse. Alors c'est sûr, il faut faire quelque chose, fabriquer quelque chose. On a envie de faire un travail dont l'utilité soit évidente. Mais voilà, entre en avoir l'envie et le faire, il y a un monde. Parce que renoncer à une carrière intellectuelle, c'est notamment renoncer à un certain prestige social. Des métiers manuels, comme boulanger, charpentier, ne bénéficient pas forcément de ce prestige. Laurence Decréau nous explique que cela est dû à de très vieux préjugés. Bon, alors là, le dénigrement, ça date pas d'hier, puisque en fait, si on remonte aux origines, ça remonte en gros à la démocratie athénienne, donc ça nous mène loin, loin, loin de maintenant. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'une part, c'est vrai que régulièrement, et c'est normal, on fait remonter le mépris du travail manuel à cette démocratie athénienne. Sauf que, petit a, avant la démocratie athénienne, il y avait l'époque homérique, entre le 8e et le 5e siècle, et là, ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque antique dans laquelle le travail manuel était estimé, voire redouté. C'est-à-dire, c'est l'époque où on n'était pas en démocratie, c'était des princes qui étaient donc en Grèce et qui rivalisaient entre eux de pouvoir, de richesse. Et une des façons de montrer leur supériorité sur leurs voisins, c'était d'avoir les plus beaux objets. Et donc, les artisans, on les appelait des démiurges à l'époque, c'était des gens qui avaient des espèces de recettes secrètes, chacun avait ses méthodes pour produire les plus beaux objets. Et on se les arrachait, et ils étaient révérés à l'égal de poètes ou bien de mages. C'était des gens qui étaient réputés avoir un pouvoir presque surnaturel. Donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec la démocratie athénienne? C'est que
la démocratie instaure le refus du luxe. Donc, les objets doivent avoir un but strictement utilitaire. Donc, il ne s'agit pas du tout de faire le plus beau, mais le plus utile qui fonctionne, quoi. Du coup, il n'y a plus de recettes, enfin, je dirais, il n'y a plus de secrets dont chacun serait détenteur, mais c'est quelque chose d'un petit peu standardisé. Il faut faire une table qui tienne sur ses 4 pieds, une chaise dont on ne tombe pas par terre, et puis c'est tout. Donc, il y a une idée de répétition qui va s'associer au travail manuel, qui n'était pas le cas avant, et aussi une idée de pénibilité, parce que tout ce qu'on en retire, c'est que le travailleur manuel, bon, il doit obéir aux lois de la matière, il doit charrier des morceaux de bois, enfin, il a travaillé avec son corps, ou être à la forge et à respirer de la chaleur, etc. Ce qui l'épuise, arrive le soir, il est crevé, il n'a pas le temps de réfléchir à aucun moment. Or, on est à une époque, donc à Athènes, où ce qui est mis en avant le plus, ce qui est la quintessence de l'homme, c'est sa participation à la vie de la cité, la police, c'est-à-dire une réflexion politique et philosophique. Or, le travailleur manuel, par définition, est tellement crevé, il passe tellement tout son temps dans son atelier qu'il n'a pas le temps de participer à la cité. Donc, c'est un citoyen de seconde zone. Donc, il y a tout ça qui s'est cristallisé à cette époque-là, avec en outre, bien sûr, Platon, à cette époque, qui dit que le véritable monde est celui des idées, des concepts, et que le réel n'est qu'une pâle copie du monde des idées, comme a priori le manuel est en train de barboter en permanence dans le réel, il est lui aussi loin du monde des idées. Et de ce moment-là, donc dans notre civilisation occidentale, ça s'est attaché donc à ce moment-là, sauf que ce que l'on remarque, c'est que la France, quand même, aujourd'hui, a vraiment l'apanage du plus grand mépris possible pour les manuels. Alors ça, c'est une longue histoire qui fait notamment que notre pays est très différent des pays nordiques, de l'Allemagne, de la Suisse. Donc voilà. Cette particularité française, on la doit notamment aux Lumières, pour qui le savoir et la réflexion devaient éclairer le peuple. Une idée qui relègue au second plan le travail manuel. Cette idée a façonné l'éducation telle qu'on la connaît aujourd'hui en France. Pourtant, jusqu'à assez récemment, les savoirs manuels avaient une place importante à l'école et ils concernaient la grande majorité des élèves, comme le rappelle Laurence Decréau. Jules Ferry a créé donc un système d'enseignement. Il a organisé vraiment le primaire pour que tous les enfants de France puissent aller à l'école jusqu'à, je sais plus, il y a eu 11 ans, 12 ans, 13 ans, enfin l'âge a changé un petit peu au fil du temps, mais disons qu'il était obligatoire d'aller à l'école pour tous les petits-enfants. Et ensuite, le primaire, toujours avec ce nom de primaire, pouvait se poursuivre jusqu'à 16 ou 17 ans avec ce qu'on appelait les cours complémentaires et l'enseignement primaire supérieur. Mais dans tous les cas, l'objectif était le même, c'était d'armer le citoyen et le futur travailleur pour qu'il puisse travailler, trouver un job et être un bon citoyen dans son pays. Ce qui voulait dire maîtriser dans la première partie du primaire le calcul, l'écriture, les sciences naturelles, ce qu'il faut de géographie pour comprendre à peu près le monde, etc. Donc c'était tout à fait, je dirais, très, très diversifié, en même temps très concret. Et lorsqu'on arrivait en primaire supérieure, si on décidait de poursuivre ou bien en cours complémentaire, là c'était orienté vers un métier. Donc il y avait soit ceux qui voulaient plutôt aller dans le commerce, soit ceux qui voulaient aller plutôt dans l'industrie. Et donc, il y avait des cours à l'atelier et en même temps des cours généraux à côté, mais surtout une vraie initiation en atelier. Et ça, si vous voulez, cette filière-là qu'on appelait l'ordre primaire, c'était pour les 90% des Français. Et il y avait un autre enseignement à côté, l'enseignement secondaire, qui, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, parce que ça a changé maintenant, l'enseignement secondaire n'était pas du tout quelque chose qui suit le primaire, c'était parallèle. On entrait dans l'enseignement secondaire à 6-7 ans, on en sortait pour passer le bac à 17-18 ans. Enfin, 17 ans, voilà. Et ça n'avait strictement rien à voir, c'est-à-dire que c'était axé sur le latin dès les toutes petites classes. On commençait, à peine on savait lire et écrire, boum, on était collé au latin. Bon, après ça a changé au fil du temps, mais initialement, c'était ça. Et c'était en fait un enseignement, d'une part, inspiré de l'enseignement des jésuites, en fait, qui existait depuis la Renaissance, en gros, c'est-à-dire un enseignement réservé à une petite élite, un enseignement payant très cher, l'enseignement secondaire sous Jules Ferry est hors de prix, et il est réservé en fait à une petite élite de notables dont les enfants ont vocation à suivre la trace paternelle, c'est-à-dire à rester dans le même milieu, à soit faire un peu de droit, soit être médecin, mais ce qui comptait n'était pas tant le savoir, enfin je dirais les compétences acquises à l'école, que plutôt un vernis qui vous permettait de bien parler, d'être convaincant, d'être persuasif, d'avoir des lettres, d'être capable de citer du Cicéron, etc. On s'est quand même tout au long du XXe siècle irrité de cette affaire en se disant
ans, mais il y a des enfants de l'enseignement primaire qui pourraient suivre des études beaucoup plus intellectuelles, puisque c'était totalement intellectuel, ce qu'il y avait au lycée secondaire. Il n'est pas normal qu'on passe à côté de ces talents. Il faut que qu'on puisse aller les recruter partout. Et de fil en aiguille, on est arrivé avec la Ve République à se dire, maintenant, on va faire un enseignement gratuit pour tous, long, jusqu'à 16 ans. Magnifique, massification de l'enseignement. Mais après ça, qu'est-ce qu'on met dedans dans cet enseignement? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a gardé en gros la structure du primaire jusqu'à 11 ans. Et ensuite, on a gardé exactement le moule du secondaire qu'il y avait pour cette toute petite portion de la population. Donc, en fait, ce qui s'est passé, moi je l'ai découvert en lisant les grands spécialistes de l'histoire de l'éducation, c'est que on a certes massifié l'enseignement, mais en gardant un moule pédagogique qui était celui réservé à une toute petite élite qui n'était pas censée faire un métier autre que avocat ou médecin. C'est ça qui est complètement aberrant. Ce qui reste de ce changement au siècle dernier, c'est que les voies professionnelles en France sont encore perçues comme des choix par défaut. Des orientations pour ceux qui ont échoué dans la voie dite générale, et donc il y a cette idée que les métiers manuels, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi à aller au bout du cursus classique, c'est-à-dire le bac général et les études supérieures. Alors, il y a cette idée d'abord que c'est bête, c'est fait pour ceux qui n'y arrivent pas ailleurs, donc c'est pour ceux qui sont crétins. Il y a cette idée aussi que c'est extrêmement pénible physiquement parce qu'on en est resté à l'image de Zola. Enfin, il y a quelques images fortes comme ça qui se sont mises dans notre tête. Les mineurs de Germinal, ça va être, comme je vous disais, les temps modernes, le travail à la chaîne. Or, on s'aperçoit que le travail à la chaîne a nettement diminué aujourd'hui. Il est très peu présent. Et le travail manuel maintenant, enfin les métiers en tension dont on a besoin, chaudronnier, soudeur, etc., ça n'est pas du tout ça. C'est quelque chose d'extrêmement complexe qui demande une formation très pointue. Et donc déjà, dans cette idée que c'est un travail de seconde zone, non, c'est un travail hyper qualifié. C'est en outre un travail, comme ce sont des métiers en tension, qui généralement vous permet d'avoir un CDI et qui est bien payé. Pour ne prendre qu'un seul exemple, selon le baromètre de l'artisanat réalisé sur les années 2017-2018 par l'Institut supérieur des métiers et l'assureur MAF, un boucher perçoit en moyenne un salaire net d'un peu plus de 2 500 € par mois. Le préjugé de dire c'est mal payé, on va être au chômage et c'est pénible, tout ça, ça s'attache à des images qui sont des représentations d'autrefois. Le travail lui-même a beaucoup changé, mais ça n'est pas encore entré dans les mentalités. Et puis surtout, je vous dis, il y a cette idée suprême que c'est un travail de crétin. Alors ça, c'est ce qui est le plus dur à déraciner. Alors, ce qui est quand même la bonne nouvelle, c'est que manifestement, donc avec cette crise du travail des cols blancs, ces bullshit jobs dont parlait David Graeber, cette impression qu'ont les cols blancs de faire un boulot à la con, en gros, c'est quelque chose qui s'est beaucoup répandu avec cette idée, enfin cet engouement, cette nouveauté du néo-artisanat, donc tous ces cadres ou ces employés du tertiaire qui vont laisser tomber leur job, faire passer un CAP pour devenir boucher ou pour devenir toutes sortes de choses. C'est médiatisé et il est en train de se passer quelque chose de nouveau, c'est que c'est en train de devenir glamour. Ce que dit Laurence Decréau, c'est que c'est la désillusion des cols blancs qui redore l'image des métiers manuels. Face au manque de sens que ressentent certaines professions intellectuelles, les métiers manuels ont pour eux le contact avec la matière, la possibilité de voir le résultat de son travail et celle de faire quelque chose d'utile, que ce soit fabriquer des chaussons en laine, comme Mylan, ou réparer une fuite. Beaucoup m'ont dit déjà qu'il y avait quelque chose d'infiniment rassurant dans le fait de ne plus dépendre de quelqu'un de façon arbitraire. Vous savez pas pourquoi on vous donne pas de temps, mais en tout cas, il faut pas que vous dépassiez tel temps et vous faites mal votre travail. Et tout ce que tous m'ont dit, c'est que le travailleur manuel, enfin celui qui travaille sur la matière, est soumis aux règles de la matière. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites de la marqueterie, c'était une ébéniste qui m'avait donné cet exemple, la colle, il y a une certaine façon de la faire et ensuite il faut la laisser poser un certain temps. Bon, il faut la laisser refroidir un petit peu, poser la marqueterie dessus, etc. Et tout ça, c'est un temps incompressible. C'est-à-dire que si vous voulez pas que votre truc soit déglingué, il faut que vous laissiez poser tant de temps. Et puis, c'est comme ça. Et puis, vous vous occupez à autre chose pendant ce temps-là. De même, le vitrailliste que j'ai interviewé me disait, moi, de toute façon, la cuisson d'un émail, d'un vitrail, il faut que ce soit telle température, et puis c'est 4 heures, et c'est pas 3h30, et c'est pas 4h30. Donc, pendant ce temps-là, je suis obligée de me plier, d'attendre
que les lois de la matière fassent leur œuvre. Et donc, tous m'ont dit ça, c'est ce côté très rassurant d'être face à des lois du monde qui existent depuis toujours. Il y a la température, il y a la solidité, il y a une résistance, etc. Il faut apprendre à connaître ces lois. Et après ça, on les respecte. Et ça se passe le plus harmonieusement du monde. Et c'est pas un chef qui vous dit tu vas faire ça pour avant-hier et on sait pas pourquoi. Donc il y a ce côté très apaisant d'être en dialogue direct avec le monde, quoi. Et avec les lois de la matière qui sont immuables. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et du coup, un rapport au temps qui est totalement différent. Ce rapport au temps dont parle Laurence Decréau, il a justement été totalement bouleversé pendant la crise du Covid. C'est quand même le Covid, le Covid-19 et le confinement qui ont visiblement beaucoup fait bouger les mentalités. D'une part, en se retrouvant confiné, comme le mot l'indique, on était chez soi avec pas de possibilité de sortir et on s'est rendu compte qu'on avait un corps et que ce corps avait besoin d'interagir avec d'autres choses. Donc la privation, je dirais, de l'extérieur a fait, moi je me rappelle un copain qui m'a dit j'ai qu'une envie, c'est d'aller embrasser des arbres. Donc on se rend compte qu'on a un besoin de matière, quoi. Bon, ça c'était la première chose. Deuxièmement, dans cette restriction de l'espace, je pense aussi que c'est ça qui a poussé les gens à se dire bon, puisque je peux pas sortir, qu'est-ce que je peux faire là-dedans ? Et tiens, dans mon frigo, il y a des choses, je pourrais faire de la cuisine. Donc, d'un seul coup, se remettre à cuisiner, à faire des bons petits plats. Et puis, tiens, il y a mon machin qui est de guingois, ma fenêtre qui était à moitié démontée, je vais essayer de la remonter. Et d'un seul coup, une visibilité de ce qu'on ne voyait plus, parce qu'on n'avait pas le temps. Et là, le temps étant là, et l'espace étant cette promiscuité jouant, les gens se sont mis à se réapproprier leur espace d'objet, quoi. Il y a ça, et je pense que la troisième chose, c'est le fait de découvrir avec honte pour beaucoup d'entre eux qu'ils étaient toujours en train de faire leur bullshit jobs avec devant leur ordinateur, leurs réunions Zoom qui s'enchaînaient, leur tableau Excel, et pendant ce temps-là, il y avait les soignants qui étaient au charbon et qui sauvaient des vies. Pendant ce temps-là, il y avait les éboueurs qui faisaient en sorte qu'on ne soit pas noyé sous les déchets. Pendant ce temps-là, il y avait dans les usines les gens qui produisaient. Il y avait un entrepreneur futé qui disait tiens, je faisais des pantalons, maintenant je vais faire des masques. Des gens qui étaient utiles, qui étaient en première ligne et qui faisaient des choses qui sauvaient les gens. Et pendant ce temps-là, moi je suis face à ma réunion Zoom à faire des conneries. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui s'est surajoutée à la crise des bullshit jobs. Donc je pense que ça peut vraiment faire changer les choses, ce qui est en train de se passer. Plus que jamais, dans le contexte actuel, on se retrouve en tension entre la nécessité de faire quelque chose de ses mains et tous les avantages qui sont liés aux professions intellectuelles, comme le prestige social par exemple. C'est le concret contre l'abstrait, le manuel contre l'intellectuel. Mais pour Laurence Decréau, il y a un moyen de dépasser cette tension. Quand vous dites travail intellectuel, travail manuel, dans un sens, c'est un travail qui va passer par l'intellect, et dans l'autre sens, c'est un travail qui va passer par la main. Comme si les deux s'excluaient. Or, on s'aperçoit qu'il faut être intelligent pour être un bon manuel. Parce que vous devez raisonner. Si vous avez une panne à réparer, vous devez d'abord observer, faire un état des lieux, analyser la situation. Après ça, vous devez faire des hypothèses. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient de là ? Si ça venait de là, ça voudrait dire que or, tel truc me montre que ça peut pas être ça, donc j'exclus. Donc, c'est vraiment un raisonnement mathématique, vous voyez, c'est du raisonnement pur. Et ensuite, autre point commun avec le travail des intellectuels, c'est que vous avez ce que Matthew Crawford appelle une bibliothèque mentale, c'est-à-dire tous les cas que vous avez déjà pu rencontrer sont classés dans votre tête et vous faites des associations entre ce que vous voyez et le cas que vous avez vécu. Ah oui, ça me rappelle en telle année, j'avais vu sur tel chantier tel truc, donc ça pourrait bien être ça. De même que quand on est un intello, on va dire ah bah oui tiens ça me rappelle tel bouquin, enfin bon. Donc finalement, les processus sont les mêmes. Simplement, l'application, ce sur quoi on l'applique n'est pas le même. Un intellectuel va travailler sur des symboles uniquement, alors qu'un manuel va travailler sur la matière. Pour Laurence Decréau, il faut sortir de cette antithèse. Et celui qui l'illustre le mieux pour elle, c'est Olivier, cadre dans l'agroalimentaire qui est devenu plombier. Elle l'a rencontré lors de l'écriture de l'élégance de la clé de 12.
Olivier, était bon élève à l'école, mais par ailleurs, il avait une passion, qu'il s'était découverte avec son oncle, qui était une passion pour démonter les objets et les remonter, parce qu'il disait, moi, j'étais curieux, je voulais savoir comment les choses marchaient. Donc, c'était sa grande passion. Et à la maison, il y avait une boîte à outils, dont il me dit, je revois encore comment les outils étaient rangés, je m'en servais, je faisais plein de choses avec. Donc, c'était sa passion. Et puis, il avait le malheur ou le bonheur d'être très, très bon élève, enfin, bon élève, bon en tout, sublime en rien, mais bon en tout. Et total, il était tout à fait logique qu'il puisse faire les classes prépa. Donc, il a fait une prépa HEC. Et ensuite, il est entré à HEC. Et il me dit, de ce moment-là, il a totalement laissé tomber le travail manuel, comme s'il y avait une espèce d'incompatibilité inconsciente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il me dit qu'en fait, il a beaucoup aimé son métier au début. Il était dans le marketing. Et il me dit, finalement, le marketing, c'était la même chose que ce que je faisais quand je démontais et je remontais les objets, puisque ce que je faisais dans mes réunions, c'était d'essayer de démonter la psyché des consommateurs pour essayer de voir comment je pouvais la transformer pour qu'ils aiment mon produit. Donc, c'était pareil. Et je dirais le dégoût du travail de col blanc a gagné. Et finalement, il a décidé de sauter le pas et de devenir plombier. Mais il me dit, si on n'est pas quelqu'un d'intelligent, on ne peut pas être un bon manuel. On sera nul. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous dit, par exemple, alors, je voudrais mettre un chauffage comme ci, comme ça, mais attention, je ne veux aucun tuyau nulle part. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut comme jus de cerveau pour essayer de démonter, de dire, est-ce que je peux passer par en dessous? Oui, non, parce que ceci. Et le plafond, ça voudrait dire que je fais ci, ça, etc. Il dit, c'est en permanence des raisonnements pour essayer d'arriver à relever un défi qui paraît impossible. Reste maintenant à ce que ce soit aussi estimé et valorisé quand c'est quelqu'un qui a fait ça depuis toujours. C'est ce que certains m'ont dit. Oui, ils sont bien mignons, vos néo-artisans, mais ce qui compte, c'est que quelqu'un qui a été plombier depuis le début soit lui aussi estimé. C'est pour ça que les mentalités changent, mais je pense que le fait que les cols blancs se mettent à avoir une gourmandise pour des métiers qui auparavant étaient vus avec mépris, ça redore beaucoup le blason de ces métiers. Ce qui achève tout à fait de mettre en opposition travail manuel et travail intellectuel, c'est de se rendre compte que la division entre la main et le cerveau, établie dès l'entrée à l'école, est totalement artificielle. Par exemple, en faisant des recherches, j'ai découvert que de nombreux scientifiques se sont penchés sur le sens haptique, c'est-à-dire le toucher. Ce que ces chercheurs ont trouvé dans le domaine des sciences cognitives, c'est que le sens haptique facilite l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les jeunes enfants. Pour faire simple, toucher des lettres en relief, c'est beaucoup plus efficace que de simplement les regarder. C'est parce que nos mains activent notre mémoire différemment par rapport aux autres sens. Dans un système scolaire qui discrédite pourtant le manuel, les scientifiques disent qu'on aurait plutôt tout intérêt à encourager l'usage de ses mains et à cesser de distinguer l'apprentissage manuel de l'apprentissage intellectuel. Cette distinction peut être aussi abolie dans le cadre du travail, comme le montrent Olivier ou Maïlène. Sa vocation à elle, c'est sans doute le soin, celui qu'elle apporte à ses patients dans son cabinet en tant que psy, celui qu'elle donne à ses moutons ou celui qu'elle met dans ses créations. Le vrai rêve, ce serait d'avoir une sorte de cabane en bois au milieu d'un champ où il y aurait donc mes moutons et de faire mon cabinet dans cette cabane et de proposer de la thérapie de groupe et du coup d'avoir un endroit pour les gens pour pouvoir travailler sur eux et avancer dans leur vie en étant en connexion avec la nature et de permettre de créer cet espace-là. En fait, moi, je pense qu'en tant que thérapeute, j'ai besoin de proposer qui je suis et ce qui m'aide, moi, personnellement, aux patients. Ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, leur proposer ça. Du coup, là, ce serait juste l'articulation parfaite entre mes deux mondes, mes deux univers et je pense que je pourrais être très épanouie là-dedans. Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Clara Bayot, Louise Emerlé est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Anaïs Dupuis est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale.
Travail en cours, c'est un jeudi sur 2 et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt!